Bonjour à tous et bienvenue à ce 5e webinaire. Donc, la Malterie du Château, pour rappel, organise une série de webinaires tout au long de l'année 2021. L'idée étant d'en réaliser un par mois. Donc, je vais vous présenter ce webinaire avec mon collègue Bruno Bonachelli. Donc, on va procéder comme d'habitude. Je vais vous introduire la partie plus, je dirais, process, un peu plus théorique peut-être. Et puis, Bruno va vous parler de ce qui vous concerne le plus, c'est-à-dire l'utilisation de ces produits en brasserie. Donc, pour rappel aussi, si vous avez des questions lors du webinaire, n'hésitez pas à les poser lors de sur la partie droite. C'est marqué Q&A. Donc, vous pouvez poser vos questions à tout moment lors du webinaire et nous tâcherons d'y répondre à la fin. Donc voilà, ce webinaire porte sur, je veux dire, la dernière catégorie, qui n'en est pas vraiment une. En fait, on a essayé, c'est un peu le fourre-tout, quoi. J'aime pas trop ce terme-là, mais on est allé regrouper dans ce webinaire tous les maltes qui sont les maltes techniques, on va dire, les flocons, les céréales crues et les produits additionnels. Pour faire simple, on va surtout parler des sucres aujourd'hui. Donc, tous ces produits qui sont souvent un peu plus méconnus, moins utilisés, qui sont difficilement classables dans une seule catégorie, mais qui sont en fait très utiles. Donc, peut-être, voilà, ici, nous, en anglais, ce webinaire s'appelle Technical Malts and Adjuncts. C'est un titre beaucoup plus court parce que sous le terme adjuncts, en anglais, il regroupe les flocons, les céréales crues et les produits additionnels comme les sucres et compagnie. Donc, voilà, ici, c'est une slide que vous avez déjà vue lors des webinaires précédents. On tient à rappeler que lors de l'année 2020, on a développé suffisamment de malt que pour atteindre 100 types de malt pour la fin de l'année 2020. Et parmi ces maltes de base, donc on le présente souvent comme 100 maltes de base et spéciaux, mais il faut savoir que, bon, c'est de nouveau pour éviter un titre trop long, parmi ces 100 types de maltes de base et spéciaux, on a aussi inclus les flocons et les céréales crues. Parce que ça ferait un peu long parfois de dire on a 100 types de maltes de base, de flocons, de céréales crues et de maltes spéciaux. Donc voilà, pour faire simple, on a formulé les choses comme ça, mais parmi les 100, sachez qu'il y a aussi les flocons et les céréales crues. Voici une slide, une dia qui vous donne une vue d'ensemble de nouveau sur ce qui a été développé lors de l'année dernière, en 2020. Donc, on avait 74 maltes et il a fallu en développer au moins 26. On a développé 27 en fait. Donc, on a 101 maltes disponibles au catalogue. En rouge, vous avez ceux qui étaient disponibles et qui sont toujours disponibles jusqu'à la fin de l'année 2019. Et en vert, ceux qui ont été développés. On a passé en revue au travers des différents webinaires, en fait, chaque catégorie de malt en allant de la production à l'usage. Ici, pour ce webinaire-ci, on se situe en fait au travers de 3 catégories sur cette slide. Donc, on va retrouver les maltes acides en dessous à gauche. On va retrouver les flocons et céréales crues en dessous à droite. Et dans ce qui est produit additionnel, sur la barre du bas, en fait, on va surtout parler des sucres aujourd'hui. Alors, pour vous donner pour faire le lien par rapport à la slide précédente, donc comme je l'expliquais, on a la logique jusqu'à présent pour ces webinaires a été de partir pour chaque catégorie de malt, partir de la production et d'aller jusqu'à leur usage en brasserie. On a d'abord, lors du premier webinaire, exposé toutes les nouveautés qu'on avait créées en 2020. On a parlé des maltes Cara, on a parlé des maltes touraillés, et puis on a parlé des maltes torréfiés et fumés, pardon. Et puis ce 5e webinaire reprend un peu des maltes et des produits qui ne se retrouvent pas dans ces catégories-là. Alors vous pouvez revisionner tous ces webinaires-là sur notre chaîne YouTube, puisque chaque webinaire est enregistré, y compris toutes les questions et réponses qui arrivent à la fin. Donc si vous voulez revisionner ça, n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet, en commençant par les maltes techniques. À la malterie du château, il y en a principalement 2, que sont le château diastasique et le château acide. 2 maltes complètement différents, avec des usages complètement différents. Donc, le château diastasique, pour donner une petite description,
Et comme son nom l'indique, un malt de base, on va dire un Pilsen, c'est l'équivalent d'un Pilsen, qui a un haut pouvoir diastasique. Donc, on est sur minimum 380 WK. Donc, WK, c'est pour Windisch Callback. C'est un indice, en fait, qui est utilisé pour ce qui est de la quantification du pouvoir diastasique, justement, c'est-à-dire le pouvoir au niveau enzymatique va avoir un malt à convertir son amidon. Et ce pouvoir diastasique, il va être utilisé en plus grande quantité. Je veux dire, on aura besoin d'un pouvoir diastasique plus élevé, dans quel cas, si on utilise des maltes qui sont au final peu modifiés ou peu enzymatiques ou des grains crus, ce qui peut arriver dans de nombreuses situations. Donc, c'est un peu un malt qui va être là comme un booster, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Comme son nom l'indique, on va l'utiliser pour améliorer l'efficacité de l'extraction et de la conversion. Et donc, c'est un malt qu'on va retrouver un peu dans tous les types de bières. Il peut être utilisé vraiment il est plus là pour solutionner un problème, au final. Donc, un trop faible pouvoir diastasique, globalement, vous allez le combler avec ce malt-là. Et donc, on recommande des ajouts jusqu'à 30%. Le château acide, qui n'a rien à voir, et qui, du fait de son process, est un peu plus haut en coloration, qui est entre 6 et 16 EBC, et lui a un malt qui a été acidulé avec des lactobacilles, avec des bactéries, pour faire simple. Donc, ce malt a pour objectif d'abaisser le pH du mou et va être utilisé quand on a une eau de brassage qui est trop riche en bicarbonate. Donc là, c'est un malt qui est utilisé sur tout type de bière, mais on le verra, c'est plutôt pour des usages quand même assez particuliers. Et on recommande jusqu'à 5% du mélange. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, au niveau de ces deux malts, au niveau du diastasique, qu'est-ce que c'est ce malt par rapport au Pilsen? Parce qu'on reçoit souvent la question. En fait, le malt château diastasique par rapport au château Pilsen, il faut savoir que c'est quasi le même process. Donc, on est sur, là, c'est un petit schéma, un petit graphique que vous retrouverez dans le webinaire sur les maltes touraillés. On est ici sur un schéma assez classique qui est celui de production du Pilsen en touraille, où en fait, on va avoir une température constante pour sécher le malt, puis on va augmenter en température et on va réaliser un coup de feu qui est le plateau que vous voyez au-dessus à droite. Pour faire vraiment très simple. Pour faire un château diastasique, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va abaisser le plateau du coup de feu, la température du coup de feu, on va l'abaisser un petit peu. Donc, à la place d'être aux alentours de 80 degrés, on va l'abaisser un peu, et au plus on l'abaisse, au plus, en fait, on va conserver certaines enzymes qui sont très sensibles au niveau de la chaleur. Donc, il y a la bêta-amylase et la bêta-glucanase. Ce sont des enzymes qui peuvent avoir une réduction qui est assez énorme, dans le sens où, par exemple, la bêta-amylase, on sait qu'avec le touraillage, on peut aller la réduire de près de 60% par rapport au taux qu'on retrouvait dans du malt vert mature. Donc, avant touraillage et après touraillage, on va avoir une perte de 60%. L'idée d'abaisser ce palier de température au niveau du coup de feu, ça va être justement d'avoir un pouvoir enzymatique plus élevé en évitant de cramer des enzymes qui pourraient être conservées. Alors, il y a une petite contrepartie à ça, c'est qu'en fait, ce palier qu'on abaisse ne permet plus de parfois suffisamment retirer tout ce qui est DMS, diméthylsulfide, qui sont responsables de certains faux goûts de légumes cuits. Et donc, c'est pour ça qu'en routine, je veux dire, on tient normalement à conserver ce palier à près de 80 degrés pour le Pilsen. Alors, je vous l'ai dit, le château acide, il sert à abaisser le pH. Vous me direz, je vais faire baisser le pH, si ça se trouve, vous le faites tous les jours dans votre brasserie. C'est assez simple, on ajoute de l'acide lactique, ou phosphorique, ou de l'acide acétique, et on va ainsi se retrouver dans cet optimum de 5,2, 5,6 au niveau du pH. Bon, ok, ça c'est comment on le fait chez nous, mais il faut savoir que c'est assez culturel dans d'autres cultures. Donc, par exemple, en Allemagne, ils ont ce qu'on appelle la loi de pureté, le Reinheitsgebot, pour dire ça de manière très germanophone. Et cette loi de pureté, en fait, s'ils veulent être labellisés Reinheitsgebot, ils sont obligés d'utiliser uniquement malt, houblon, levure et eau. Interdiction d'ajouter
de l'acide lactique. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils veulent abaisser le pH au niveau de leur brassin? Eh ben, ils vont utiliser un malt acide. Donc, c'est pour ça que, bon, voilà, certaines brasseries, c'est pas le seul usage, mais certaines brasseries aussi en Allemagne continuent à utiliser ce malt-là. Alors, attention que c'est un malt qui abaisse le pH, mais il y a d'autres points à prendre en considération quand vous abaissez ce pH, notamment l'eau que vous allez utiliser et les maltes. Donc voilà, c'est un peu pour faire le lien aussi par rapport au webinaire précédent. Au niveau de l'eau, regardez à la composition minérale. Même au-delà de ça, je veux dire, juste mesurer le pH. Si vous voulez caricaturer un peu, une eau qui est plus lourde, qui est plus riche en minéraux, va avoir un pH qui est plus élevé généralement, et une eau qui est plus légère va avoir un pH qui est plus acide. Donc là, voilà, il faut connaître l'eau que vous avez au niveau de votre brassin pour savoir comment adapter votre pH. Par exemple, si c'est trop riche en carbonate, là, vous allez avoir un effet de tampon, donc vous allez avoir du mal au final à abaisser ce pH efficacement si cette eau est trop riche. Le dernier webinaire était sur les maltes torréfiés. On a vu aussi que les maltes torréfiés, très torréfiés, ont un effet acidifiant. Donc, si on en emploie beaucoup, ils vont avoir tendance à abaisser le pH. Donc, vous comprendrez vite que si vous êtes sur une eau légère, donc avec un pH, je veux dire, assez bas, et que vous utilisez beaucoup de malt torréfié, vous pouvez carrément aller en dessous de l'optimum au niveau du pH et vous retrouver en dessous de l'optimum au niveau fonctionnement des enzymes et au niveau de votre produit final. Vous allez vous retrouver avec une bière qui est trop acide et où l'extrait n'avait pas eu un extrait terrible parce que justement vos enzymes n'ont pas bien fonctionné, donc vous n'avez pas le résultat escompté. Donc tout ça est bien à prendre en considération. Et un exemple qui est souvent cité, c'est le profil de l'eau à Dublin. C'est une eau très lourde. Et avant même qu'on connaisse toutes ces histoires au niveau des minéraux dans l'eau, au niveau du pH, je veux dire, bien avant ça, on a perdu les slides reviennent. OK, parfait. Donc, avant même qu'on connaisse tout ça, ils faisaient déjà des très bonnes bières noires. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une eau très riche, où les carbonates tamponnaient l'effet acidifiant des maltes torréfiés qu'ils utilisaient, et donc ils avaient une bière noire qui n'était pas trop acide, et ils avaient de bons taux de conversion, etc. Donc voilà, ça c'est pour le petit exemple. Si on part à l'autre extrême, en Tchéquie, on est souvent sur des bières de type Pilsner avec une eau très légère, où ils n'ont pas trop associé de l'effet acidifiant des maltes torréfiés, vu qu'ils n'en utilisent pas dans ce style de bière. Donc, pour vous illustrer à quel point l'eau qu'on a à un endroit et les styles de bière vont quand même évoluer avec une certaine logique. Alors, pour le malt château acide, pour terminer avec ça, on a souvent reçu cette question de, au final, combien est-ce que j'en ajoute pour abaisser mon pH naturellement sans ajouter de l'acide? Alors, la règle standard qu'on retrouve dans beaucoup de textbooks, des cours en brasserie, c'est de se dire, OK, pour 1% d'ajout de malt acide, je vais faire chuter mon pH au niveau de mon brassin de 1 dixième. Alors, on s'est amusé à faire l'exercice au labo. On a pris notre malt acide. On a pris aussi d'autres de la concurrence. On s'est aperçu que c'est quand même fort similaire pour la concurrence aussi. Et en fait, on est très loin de cette règle de base. Donc, si vous voyez ici ce petit graphique, à gauche, 0%, on a fait un petit brassin de labo où on est à 100% de malt Pilsen. Et après, on ajoute par incrément de 1%, donc on remplace à chaque fois 1% de malt Pilsen par 1% de malt acide, et on regarde ce qui se passe au niveau du pH de notre brassin. Là, vous voyez que au final, sur une eau qui, c'est à bel oeil à la malterie, est à environ 6,16 au niveau de son pH, eh bien, au début, la chute est assez faible. De nouveau, on peut imaginer un effet tampon dû au carbonate. On voit que si on ajoute jusqu'à 5%, notre pH il baisse quasi pas. On est après 5%, on passe de 6,16 à 6,14. Et qu'après, il va chuter doucement. Et je dirais que la chute au niveau du pH est beaucoup plus faible que cette règle de 0,1 par 1% de malt acide. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une idée de ce qui se passe dans la théorie et la pratique. Alors, ici, je vais maintenant switcher sur tout ce qui est flocons et céréales crues, déterminées par les sucres. Donc ça, c'était pour la partie, je veux dire, malt. Ici, on a vu que c'était malt technique. Maintenant, il y a flocons, céréales crues et sucres qui sont en fait regroupés sous le
souvent en anglais de adjunct. Ils parlent de solid adjunct et de liquid adjunct pour, par exemple, des sirops de sucre. Ce qui, nous, n'est pas possible parce qu'on a besoin de beaucoup de mots pour exprimer ce qui, en anglais, s'exprime sous un seul terme. Alors, les flocons et céréales crues, en fait, il y a beaucoup d'histoires derrière. Il faut savoir que il y a 13 000 ans de ça, on brassait déjà, je ne sais pas si on va appeler ça de la bière, mais ça s'y apparentait en tout cas, et ils faisaient avec ce qu'ils avaient sous la main. Et donc, on se retrouve avec des flocons et céréales crues de plein de différents types qui sont aussi dus un peu, je veux dire, à notre histoire. Donc, comme vous le voyez dans tout ce qui était Amérique du Nord, Amérique du Sud, il y avait beaucoup de maïs qui était utilisé, il y avait du manioc. L'orge, c'était plus situé au niveau de l'Égypte avant. Dans tout ce qui est Asie, on voit qu'ils utilisaient beaucoup de riz, ce qui explique aussi pourquoi dans beaucoup de bières asiatiques, on continue à retrouver beaucoup de riz. Hein. Il faut savoir que vraiment ces styles de bière, même qu'on retrouve aujourd'hui, ont vraiment été façonnés par ce qu'il y avait comme denrées alimentaires disponibles localement. Ça s'est un peu perdu aujourd'hui parce que aujourd'hui tout le monde peut se fournir du malt d'orge assez facilement. Mais à l'époque, ils faisaient avec ce qu'ils avaient sous la main. Donc, il y avait du maïs, du riz, du froment, de l'avoine, du seigle et bien d'autres. Et ils utilisaient aussi tout ce qui était forme sucrée sous sa forme la plus simple. Donc, par exemple, le miel en Asie était beaucoup utilisé. Alors, actuellement, vu qu'on a du malt d'orge disponible partout, pourquoi est-ce qu'on continuerait à utiliser ces flocons et ces céréales crues? Il y a quand même pas mal d'intérêt à ça. Déjà, vous allez apporter différents goûts et différents arômes. Bon, un simple exemple, si vous voulez apporter un goût épicé à votre bière, il n'y a aucun malt spécial qui va permettre ça. Utiliser du seigle, ça a un goût épicé assez typique. Il n'y a pas d'équivalence au niveau des malts spéciaux. Adapter la sensation en bouche, ce sont quand même des produits qui sont très pratiques pour adapter ça. Le maïs et le riz vont donner un peu moins de corps à votre bière. L'avoine va donner un côté plus soyeux. Donc, ce sont tous des produits qui vont permettre d'adapter ces paramètres. Changer la couleur de la bière, c'est aussi une manière assez simple de le faire. Donc, là aussi, typiquement, le maïs, le riz vont éclaircir votre bière. Brasser avec des styles. Donc, c'est aussi des produits qui vont être utilisés, évidemment, pour faire le lien avec la dia précédente, pour brasser des styles de bière qui sont plus traditionnels. Hein, donc, je sais pas, typiquement en Belgique, on a ce qu'on appelle les bières saison. Les bières saison, si vous ne faites qu'avec du malt d'orge, ça a peu d'intérêt, quoi. Il faut évidemment y ajouter d'autres céréales pour rester fidèle à ce style de bière historique, quoi. Ce sont évidemment des denrées qui sont disponibles localement, le plus souvent. Donc, parfois, c'est intéressant de collaborer avec un agriculteur local pour avoir accès à certaines céréales. Ça peut être aussi, là c'est plutôt, je dirais, pour les grosses brasseries, dans l'objectif de diminuer le coût. Donc, les bières Pils par les gros groupes, par exemple, mais on va pas citer de nom, mais ils vont vous ajouter 20, parfois jusqu'à 30% de maïs, juste parce que ça a un moindre coût que du malt d'orge. Pas parce qu'ils veulent abaisser la sensation en bouche et avoir un corps plus léger. Non, c'est juste une question de coût, quoi, derrière. Alors, on parle de flocons et de céréales crues. Quel est le lien avec le malt, au final? Là, je vous renvoie aussi vers le webinaire sur les maltes touraillés. Donc, chaque grain, je veux dire, chaque céréale peut avoir 3 formes, pour faire simple. Les grains crus, les flocons ou les grains de malt. Au niveau des grains crus, on est sur quelque chose qui est brut. Donc, brut sous tous ses aspects. Brut en termes d'arôme, de goût, de flaveur, on va dire. Au niveau de l'endosperme, il est complètement non modifié. Donc, on est, pour reprendre les termes qui ont été utilisés sur le webinaire sur les maltes touraillés, on est sur des grains qui n'ont pas été empesés, donc où l'amidon n'est pas facilement accessible et où la matrice protéique qui entoure les granules d'amidon est restée intacte. Donc, vous êtes sur un produit où, au niveau enzymatique, il n'y a rien, et au niveau accessibilité, ça reste plus compliqué. Je veux dire. Donc, il vous faut autre chose en plus. C'est pour ça que c'est juste utilisé en faible proportion, au final. Et c'est pour ça qu'on passe par l'étape de maltage pour produire de l'alcool à partir d'un grain. Les flocons, c'est un intermédiaire, je veux dire. On est sur des flaveurs qui restent plus brutes, mais on a un endosperme qui a été partiellement modifié et
pour les flocons, on dit qu'ils ont été tous empesés. Certains disent gélatinisés, mais le terme est plus dérivé de l'anglais. Donc, c'est-à-dire qu'on est déjà passé par la température d'empesage, la température de gélatinisation, et donc vous n'avez plus besoin de réaliser un brassin à part avec vos flocons, dans lequel vous ajouteriez, que vous remixeriez avec le reste par la suite. Vous pouvez ajouter vos flocons directement avec le reste des maltes que vous avez concassés. L'étape, l'autre extrême, je veux dire, le dernier extrême, c'est les grains maltais. Là, on est sur des flaveurs maltais. On est passé par un process où on a complètement modifié l'endosperme. Tout a été accessible. On est monté plus haut en température et donc on a tout changé aussi en ce qui concerne le goût, les arômes, etc. Ici, on se focalise sur les grains crus et les flocons. Donc, qu'est-ce qui est disponible à la malterie du château? Juste pour un bref rappel, on a 5 types de flocons. On en avait que 2 avant. On avait les flocons d'orge et les flocons de froment. On a ajouté les flocons de maïs, les flocons de riz et les flocons d'avoine. Au niveau des céréales brutes, on a ajouté l'avoine brute, qui, pour rappel, les céréales brutes sont aussi fort utilisées dans ce qui est sourd bière, les bières acides, tout ce qui est gueuse, lambic, ça revient plus. On retrouve cette proportion de céréales crues dans ce style de bière, donc il y a forcément de la demande. La demande augmente aussi pour ces céréales. Il y a l'orge brute qui n'a pas été ajoutée à la DIA, mais qui est quand même disponible. Et le froment brut sera bientôt disponible aussi. Donc, 8 produits. Alors, ici, pour vous donner juste un bref aperçu des avantages et des inconvénients qu'est-ce qui se passe au niveau des caractéristiques de leur composition, etc. pour chaque type de produit, en faisant très simple. Déjà, le riz et le maïs, vous pouvez les regrouper ensemble. La différence est vraiment très faible entre ces deux, là, en termes de composition. Donc, vous avez déjà un goût qui est très neutre. Donc, ça va pas apporter de flaveur à votre bière. Et ce sont des produits qui sont très riches en glucides et très faibles en protéines. Donc, avec ces caractéristiques, qu'est-ce que ça va avoir comme impact quand vous allez les utiliser lors de votre brassin? Eh bien, déjà, vous allez abaisser la couleur de votre bière. Et en termes de corps, au niveau de la sensation en bouche, au niveau de la facilité à boire la bière, ça va avoir un effet assez favorable parce que vous allez vraiment tout alléger, en fait. Donc moins de corps, etc. On parle de drinkability en anglais, donc la facilité à s'enfiler une bière, je veux dire, est plus élevée quand on utilise ces produits-là. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi les gros groupes utilisent le riz et le maïs. Alors, ça va aussi avoir un effet sur la clarté de votre bière. Si vous voulez une bière qui est plus éclaircie, ce genre de produit peut aider aussi. La petite différence, si je me souviens bien, au niveau du maïs et du riz, c'est qu'on va avoir une sensation un petit peu plus sucrée en bouche, mais c'est vraiment subtil normalement avec le riz, si je me trompe. Alors, second produit qui est uniquement disponible pour l'instant sous forme de flocons, mais qui va aussi être disponible sous forme brute. Donc, le froment va être aussi disponible non malté et non floconné. Alors, ici, on est sur un produit, le froment, où on est beaucoup plus élevé en protéines et où on a des flaveurs qui sont assez caractéristiques. On est sur une céréale qui est à part. Tout le monde connaît ce goût de froment qu'on retrouve dans les bières. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce produit-là? Bien, ça peut être pour un objectif, je veux dire, plus technique. Donc, on peut avoir pour objectif d'améliorer, c'est souvent le cas en brasserie, la formation et la tenue de mousse. On voit souvent dans des recettes des petits ajouts de froment pour avoir un impact sur la mousse. Ça va également favoriser le trouble. Bon, ça se comprend évidemment via l'apport de protéines qu'on a via cette céréale. Et autre aspect parfois un peu moins connu, ça peut être voulu ou non, c'est qu'en fait, on a une teneur plus élevée en un type particulier d'acide phénolique qui s'appelle l'acide férulique, alors qui est en fait un précurseur du 4VG. Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Bien, vous allez avoir je dirais pas un faux goût parce que vu que parfois c'est désiré, vous allez avoir un goût de clou de girofle ou un goût un peu fumé. Alors ça, c'est assez typique aussi du froment.
L'avoine, alors l'avoine qui est le type de flocon, je crois, le plus utilisé, en tout cas c'est là où les ventes explosent chez nous, les flocons d'avoine. L'avoine a des caractéristiques qui leur sont vraiment propres, je dirais, donc une teneur en protéines assez élevée, un niveau quand même assez élevé de bêta-glucane soluble, qui peut parfois poser problème, et comme vous le voyez, une teneur en lipides qui est assez élevée, dans le sens où on est à 7%, et on était, si je me souviens bien, de l'ordre de 1% pour le riz et le maïs, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence au niveau de votre bière? Eh bien, vous allez améliorer le corps de la bière en ajoutant de l'avoine, vous allez avoir un impact sur la formation et la tenue de mousse. Et petite particularité au niveau de l'avoine, on parle souvent de ce côté soyeux en bouche qui est obtenu quand on ajoute de l'avoine. Alors le seigle, c'est vrai que je voulais parler des flocons et céréales crues. Le seigle, on ne l'a ni sous forme de flocons, ni sous forme de céréales crues, il n'est disponible que dans sa version maltais. Mais voilà, faut savoir que la composition en termes de glucides, de lipides, en termes de protéines, ne varie quasi pas quand on malte le produit. Et il y a quand même des flaveurs qui sont typiques à chaque céréale qui sont au final peu affectées par le process de maltage. Alors, au niveau du seigle, ce qui va se passer, c'est qu'on a une teneur modérée en protéines, mais on a une teneur assez élevée en bêta-glucane soluble. Et là, pour tous ceux qui ont déjà brassé avec du seigle, ils sauront qu'au niveau filtration, ça peut vite devenir un cauchemar parce qu'on a ces bêta-glucanes qui vont poser problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on utiliserait du seigle? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il y a aucun malt spécial qui sera capable de vous apporter des goûts qui sont similaires au seigle. C'est vraiment, il va vous apporter des flaveurs qui sont épicées, qui sont vraiment typiques de cette céréale-là. Et c'est aussi, voilà, une céréale qui peut vous permettre d'améliorer le corps de la bière, je veux dire, comme d'autres produits aussi. Alors les sucres, c'est pas le domaine que je maîtrise le mieux parce on en a plein de disponibles à la malterie du château. Ils peuvent être sous forme solide, sous forme liquide. Et là, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Je veux dire, leurs caractéristiques varient très fort d'un produit à l'autre. On va retrouver du glucose, du fructose, du sucrose, du maltose, des dextrines. Et l'idée, au final, dans tous ces sucres, c'est d'en avoir qui sont, comme vous le savez, très fermentescibles. Donc, les sucres simples, comme le glucose et le fructose, sont très vite fermentés. Les dextrines ne le sont pas, ou pas via des levures classiques. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous allez, en utilisant ces sucres, avoir un impact, au final, sur le goût de votre bière. Si vous ajoutez les sucres qui sont non fermentescibles, elle va avoir un goût un peu plus sucré. Vous allez augmenter la teneur en alcool en ajoutant des sucres fermentescibles. Vous allez alléger ou, je dirais, alourdir le corps de la bière en fonction justement du type de sucre que vous allez utiliser. Donc voilà, ce sont des produits qui vous permettent facilement de corriger la composition de votre bière, surtout en termes, je veux dire, évidemment, de composition en sucre par rapport au résultat final que vous souhaitez. Voilà, je crois que j'en ai fini au niveau description pour ces différents produits. Je vais maintenant céder la parole à Bruno, qui va nous parler de l'usage de ces différents produits, donc flocons, céréales crues et sucre, mais plus voilà, dans un usage dédié au brassage. Et je reste disponible si vous avez des questions à la fin. Bien, donc bonjour à tout le monde et merci Gilles pour le passage de flambeau. Donc effectivement, nous proposons maintenant de parler de quelques applications assez parlantes de ces produits. Donc, revenons donc sur ce qui est maïs et riz. Donc, comme Gilles vient de très bien l'introduire, on va utiliser ça dans des bières qu'on va essayer de rendre buvables. Et drinkability, effectivement, se traduit de plus en plus en français par buvabilité, terme qui fait sourire parfois les gens qui ne sont pas du milieu, mais terme qui s'impose de plus en plus. Et donc,
Où est-ce que ça va s'appliquer particulièrement bien? Voilà, dans ce qui va être lager ou lager américaine. Une lager américaine, c'est comme une lager européenne, mais avec plus d'eau, on va dire. Et une lager américaine light, c'est une lager américaine dans laquelle il y a encore plus d'eau. Bon, je blague, mais donc le fait, déjà dans ces 3 premières lignes, on évolue vers des choses qui sont de plus en plus buvables. Et l'idée de travailler avec des grains crus qui améliorent la buvabilité ne va que dans ce sens-là. Il faut imaginer qu'il y a une tendance assez américaine, que ce soit du nord ou du sud, à boire des bières qui sont très, très, très faciles à boire, qui ont moins de goût maltais, moins de corps. Et là, le maïs et le riz peuvent être vos amis. Bien entendu, une fois qu'on parle d'industrie, il y a un autre intérêt, évidemment, qui est évident, c'est le coût. Le maïs et le riz qu'on utilise ne sont évidemment pas les maïs et le riz qu'on mange. Donc ce qu'on appelle les grits de maïs qui sont sous-produits en fait de l'industrie du maïs qui va servir notamment par exemple pour la production d'huile. Ce sont des produits qui ne coûtent pas cher. Le riz qu'on va utiliser en brasserie industrielle, ce n'est pas le riz que vous cuisez pour manger avec votre famille le soir. Ce sont des brisures, ce sont des sous-produits. Donc, ce sont des sources bon marché d'amidon principalement. Voilà, ce n'est pas le seul but poursuivi, donc il y a aussi un but technique, mais il y a un but économique, il faut évidemment pas le négliger. Voilà, brassin traditionnel d'Amérique du Sud. Bref, l'idée de montrer ici que le maïs et le riz sont vos amis pour faire des bières faciles à boire. C'est pas nécessairement léger en alcool, bien que souvent ça aille ensemble, mais surtout des bières faciles à boire. N'oublions pas donc au niveau process, le maïs et le riz, en tant que grain cru, vous imposent des contraintes assez complexes, assez complexes, disons, de température, qui sont simplement liées à l'empesage, qui ne sont pas toujours faciles à réaliser dans la brasserie artisanale, tout simplement parce qu'on n'a pas nécessairement la cuve à grain cru qui doit être chauffée à une température bien supérieure au premier palier utilisé pour le malt d'orge. Bon, voilà, je ne vais pas ici détailler les principes de décoction parce que j'imagine que la plupart d'entre vous savent de quoi on parle. Mais ce n'est pas toujours simple d'utiliser du maïs ou du riz. Surtout le riz. La température d'empesage du riz est élevée. Et un gros problème avec le riz, c'est que si vous ne le faites pas bouillir avant la réunion des mèches, c'est mal barré. Normalement, c'est théoriquement pas nécessaire de le faire bouillir, mais en pratique, on est quasiment toujours obligé de le faire bouillir. Alors, une recette ici de lager américaine. Bon, c'est une parmi d'autres, hein, on risque de radoter. N'oubliez pas que ceci n'est jamais qu'un exemple. Chacun doit faire son expérience selon ses goûts et son matériel, ses disponibilités et autres. Donc, les points d'attention ici, c'est qu'on aura de fait peu de protéines, donc par l'utilisation, on disait, du maïs, du riz, donc absence d'enveloppe. Donc, les grains crus, comme je vous le disais, se font brasser séparés pour des raisons de température d'empesage. Ou alors, on peut utiliser des flocons qui sont pré-empesés, c'est-à-dire qu'ils ont été portés à une température suffisante pour que l'amidon soit déjà empesé et que vous puissiez mélanger ça à votre brassin de malt d'orge. C'est ce qu'on fait souvent en artisanat, comme je le disais, donc par facilité. Si vous utilisez beaucoup de ces grains crus, il est quand même conseillé d'avoir un court palier protéique, voire plus long si vous en utilisez vraiment beaucoup. Et le pH optimal du brassin sera un tout petit peu plus élevé. Vous voyez donc une composition, c'est toujours pour un hecto, où on vous suggère par exemple donc 75% de pilsen, donc de printemps comme toujours, du maïs en flocons. Donc là, on est pré-empesé. Et du caraclère qui va être ici proposé, par exemple, pour avoir une meilleure tenue de mousse, on en a déjà beaucoup parlé. Ramener éventuellement un petit peu de corps si on trouve qu'on n'en a pas assez. Ça, de nouveau, c'est toujours des compromis à trouver. On vous propose ici donc 2 houblons, dont le Saaz, qui est un houblon noble, vraiment très typique pour les lagers. Et voilà, vous avez des températures d'empâtage et des temps d'ébullition proposés. De fait, la levure qu'on va vous proposer va être une levure de fermentation basse. Vous allez d'ailleurs démarrer
Ici, on vous suggère 10 degrés. Vous laissez remonter à 14 après quelques jours. Pourquoi? Ben, évidemment, pour faire un palier de diacétyl. Hein. Et puis, une longue garde à très basse température, jusqu'à moins 1 degré. Avec l'alcool, ça ne risque pas de geler. Voilà. Alors, parlons un peu du froment. Donc, comme Gilles l'a aussi souligné, le froment va être utilisé pour d'autres objectifs. Pour donner, d'abord pour son riche contenu en protéines, pour l'aspect doux et soyeux qui peut amener à certaines bières. Donc, on va retrouver, mais de nouveau, il n'y a pas d'obligation, plutôt ça dans les Helges, les fermentations hautes, des bières typiquement de froment, la culture brassicole allemande est friande de ça. Il existe aussi les bières de froment belge. Je pense que dans l'exemple, on pourra un peu détailler justement une différence. Dans les bières de saison, on va pouvoir utiliser du froment, mais pas que. Comme on en a parlé dans un autre webinaire, les bières de saison, par essence, contiennent toute une série d'autres ingrédients que le malt d'orge classique. Tout ça est historique, donc lié à l'exploitation des fermes, justement, pour faire de la bière. Dans les bières acides, on va pouvoir utiliser aussi du froment, dont le côté doux, soyeux, justement, va un peu balancer et apporter un certain équilibre avec l'acide qu'on recherche dans les bières acides. Donc, pour créer un peu cet aigre doux dont on pourrait être friand dans ces bières. Alors, vous avez ici un exemple, donc wheat beer, donc bière au froment, wheat étant froment en néerlandais. La recette proposée ici donc va utiliser donc toujours du pilsen, mais des wheat flakes de cheat, c'est-à-dire, donc pour rappel, le cheat, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni du grain cru ni du malt, c'est entre les deux, on va dire, pour faire simple. Donc c'est un grain qui a été très très peu transformé au cours du maltage. Et les flakes ont la particularité justement d'être aussi préempesés, facilement accessibles et injectables directement dans votre brassin. Quel est l'intérêt, donc rappelons-le, du cheat ou du froment cru? C'est que le contenu en protéines est plus élevé. Vous allez améliorer fortement votre tenue de mousse, vous allez amener un trouble qu'on recherche souvent dans ces bières blanches, et vous allez avoir donc toujours ce côté soyeux lié au froment. Si vous ajoutez du froment maltais dans de la bière, vous n'avez pas ce trouble apporté et vous n'avez pas le même impact sur la mousse. Donc, il ne suffit pas d'être du froment pour faire de la bière blanche, il faut vraiment du froment cru ou au mieux du cheat wheat. Alors, dans cette recette, justement, on va un peu distinguer les bières blanches typiquement allemandes des bières blanches typiquement belges. On voit que vous avez, c'est la dernière ligne, des épices. Donc, dans une certaine culture belge, on va utiliser des écorces d'orange amère et de la coriandre. Et dans une culture plus allemande, on va avoir ces goûts épicés, un peu fruités, qui viendront plutôt de la levure qui est spécifique et donc vraiment typique à ce genre de bière et qui est travaillée différemment. Voilà, chacun fera sa litière. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand amoureux de ces ajouts de coriandre et d'orange, mais c'est très, très usité en Belgique. Donc, le blé cru peut être ajouté au concassage. Ah oui, je n'ai pas précisé. Voilà, le blé, contrairement donc le froment, hein, blé froment, c'est pareil. Le froment, contrairement au maïs ou au riz, a une température d'empesage qui est exactement du même ordre que celle d'empesage de l'orge crue ou du malt d'orge, ce qui le rend très intéressant, évidemment, pour éviter le brassin à part. Alors, pourquoi utiliser de l'avoine? On va utiliser de l'avoine de nouveau pour amener ce goût spécifique. Comme Gilles l'a dit, c'est une demande qui est croissante pour ce produit. Typiquement, ça va amener du corps, de l'aspect soyeux à la bière. Donc, vous ne serez pas surpris de retrouver ça dans des ale, porter. Stout, là, c'est plus délicat. Certains stouts sont justement volontairement très secs. Ou des bières qui ont un peu plus la mode avec elles, telles que les New England IPA et ce genre de choses. Donc des bières, vous allez utiliser ça dans des bières qui sont plus chargées. Alors, bon, voilà
un exemple de stout à l'avoine. Hein, donc, vous voyez dans le grain bill que vous avez donc évidemment tout ce qu'il faut pour mettre de la couleur, c'est-à-dire bon, du pilsen évidemment qui reste la base, mais du chocolat et du roasted malt. Vous pourriez avoir très bien du roasted barley plutôt. Mais si vous cherchez justement un aspect doux et soyeux via l'avoine, le roasted barley va vous donner le goût opposé. Par contre, vous voyez que vous avez donc de l'avoine maltais hein, en deuxième ligne et des flakes en avant-dernière. Donc, il faut se souvenir que la teneur ici en bêta-glucane est élevée et en lipides aussi. Donc, comme Gilles l'a spécifié, bêta-glucane égale attention, douleur pour la filtration, si on en a trop. Alors, donc la recette de la malterie du château ici propose de tricher un peu, donc d'utiliser une partie en flocons et d'avoir un court polyprotéique. Voilà. Sinon, il est conseillé d'avoir, si vous n'utilisez pas une partie en flocons ou que vous en utilisez beaucoup de toute façon, on vous conseillera de faire un palier à 37 degrés, qui est un palier pendant lequel vous allez optimiser le travail d'enzymes telles que les bêta-glucanases qui vont réduire le contenu en bêta-glucane dissoute et vos problèmes de filtration ultérieurs. C'est principalement une question de process plus que de goût ici. Alors, le seigle, eh bien, vous avez donc des IPA au seigle, donc on va aller chercher les goûts typiques, justement, le goût un petit peu piquant qu'on recherche dans le seigle. Certaines ailes ou saisons belges, de nouveau, on retrouve les saisons. C'est pas compliqué, chaque fois que vous allez avoir un grain qui sorte un peu des sentiers battus du malte d'orge Pilsen, ben, on va vous ramener l'idée de la saison, puisque par définition, ça peut contenir je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, c'est péjoratif, mais beaucoup de choses. Brassins spéciaux, bon, terme un peu fourre-tout, évidemment. Donc, on vous propose ici donc une blonde belge au seigle. Donc, vous voyez que vous avez du rye malt, donc 20% en troisième ligne du grain bill. Et avec ça, ben, vous avez, bon, dans cette suggestion, vous avez aussi du froment hein, blanc. Donc, n'oubliez pas le taux très élevé de bêta-glucane. Donc, n'oubliez pas, problème de filtration si vous en mettez trop. On ne vous parlera même pas d'ailleurs du seigle cru, qui est simplement un enfer à filtrer, mais ça existe. Notamment en Ukraine, Russie et autres, où on fait le fameux kvass qui va vous contenir éventuellement une dose non négligeable du tout de raw rye. Et là, je peux vous dire, pour l'avoir fait en recherche et développement il y a certain temps, que c'est vraiment parfois très douloureux à filtrer. Mais ça donne ce goût typique qui est recherché dans ce genre de bière. De nouveau, trichons encore un peu, éventuellement, utilisons la version maltais. Et sinon, ben, on va utiliser de nouveau un palier à 37 degrés. Mon gomme ici, c'est traduit un peu littéralement de l'anglais, puisqu'on va parler de gomme pour les bêta-glucanes, donc qui ont la particularité de se recroqueviller et de faire une gomme collante, qui est votre fameux ennemi en filtration, justement, qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. Alors, les sucres. Les sucres peuvent être utilisés pour deux raisons. D'abord, augmenter fortement la teneur en alcool sans augmenter l'aspect maltais. Donc, en clair, vous ajoutez du sucre, le sucre devient de l'alcool et du CO2, point barre, et vous ne rajoutez pas de corps à votre bière. Donc, vous allez pouvoir, si vous voulez faire une bière forte, rajouter du sucre tout en gardant un équilibre maltais. Inversement, vous allez, pour faire une bière légère, si vous voulez augmenter sa buvabilité, on vous a parlé tout à l'heure du maïs et du riz, vous pourriez aussi utiliser directement du sucre. Ça se fait, vous allez avoir une bière beaucoup plus claire, beaucoup plus facile à boire, mais ce n'est pas toujours ce qu'on recherche non plus, bien entendu. Donc, dans des bières spéciales belges, là, ou double IPA, là, on sous-entend de fait des bières fortes. L'Imperial Stout, comme tout ce qui est impérial quelque chose, de nouveau, on parle de teneur en alcool supérieure. Donc, on va plomber
le mou au sucre pour augmenter le taux d'alcool. Et le barley wine, comme vous le savez, est aussi une bière forte et qui s'accommodera très bien d'une adjonction de sucre. Voilà, vous avez ici un exemple de blonde belge forte. Bon, l'image, de nouveau, chacun fera son opinion, mais il reste quand même une image assez ancrée de la bière belge à l'étranger comme une bière forte. Ah bon, tradition, on imagine encore que tout le monde en Belgique court après des bières très très fortes. Ce n'est pas faux, certains aiment, mais le monde évolue. Toujours est-il qu'on assimile souvent ça à une bière type belge. Ben voilà, ici vous allez avoir une adjonction de sucre que vous voyez en dernière ligne. Ce qui est proposé là-bas est encore fort raisonnable. Je peux vous dire qu'il y en a qui vont bien plus fort que ça, simplement pour augmenter le taux d'alcool. Alors, point d'attention, ben, le glucose dans l'extrait fermenté cible, de fait, si vous mettez les sucres courts, des sucres très facilement assimilables, ben, vous allez immédiatement monter en alcool dès le début de vos fermentations. Un petit conseil cependant, ne pas y aller trop fort sur le glucose seul, parce que la levure devient paresseuse. Bon, c'est de l'anthropomorphisme, mais c'est vrai que si elle est gavée de sucre facilement fermenté cible, elle peut avoir plus de mal à continuer derrière avec le maltotriose, si elle en est capable déjà quand elle n'est pas paresseuse, et a fortiori avec tout ce qui est dextrine. En refermentation, par contre, faire simple, utiliser du dextrose ou tout sucre très facilement fermenté cible, tout simplement parce que ça va démarrer beaucoup plus vite. Et donc évidemment, on recommande en général le sucre averti en refermentation en bouteille parce que ça coûte le même prix et que ça va plus vite. Donc voilà un peu l'idée. Inversement, donc comme Gilles l'a évoqué, si vous allez chercher des sucres bruns, des sucres cordides, des choses qui vont donner un goût, parce que vont contenir une partie de caramel, vont donner un goût particulier à votre bière. Là, vous n'attendez pas évidemment que l'entièreté, vous ne demandez pas à ce sucre que l'entièreté soit transformée en alcool et en CO2, bien entendu. Mais là, vous le faites à dessein. Inversement, le lactose, tout le monde sait que le lactose, donc il n'est pas fermenté cible, va donner de la soie et du corps à votre bière. Vous avez entendu déjà parler de ce qu'on appelle le milk stout, où justement on fait un stout qui va être par définition fortement atténué, mais on va rajouter une dose de lactose qui ne va pas fermenter et qui va donc donner cette espèce d'aspect soyeux. Donc évidemment, lactose, milk, le raccourci est facile à comprendre, mais on se retrouve surtout avec une bière qui est soyeuse en bouche. Voilà, on est arrivé au bout de ces quelques exemples. Bien entendu, les possibilités sont infinies. Et donc, pour rappel, sur le site de Castel Malting, vous trouvez toute une série de suggestions de différentes bières. Mais, je ne le dirai jamais assez, n'oubliez pas que ce sont des points de départ. Ça vous donne simplement… ça sert à vous dire sur quel mur de la pièce se trouve la cible, mais ça ne vous définit pas exactement où est le centre de la cible. Ça, c'est à vous à chercher votre centre et à vous sentir bien. Toujours est-il qu'avec l'immense combinaison de matières premières qui est disponible, les possibilités sont à peu près infinies. Ça ne sera pas compliqué de vous en convaincre. Voilà, tout le monde n'utilise pas des maltes comme ça particuliers ou des adjuncts, mais j'espère que pour certains d'entre vous, ça vous aura apporté un peu de lumière sur leur utilité. Voilà, je vous remercie. Merci à Gilles, merci à la Malterie du Château. On va peut-être regarder sur l'onglet, je vous rappelle Q&A, que vous avez la possibilité de poser des questions. Ne vous gênez pas. Voilà, merci. Merci beaucoup Bruno. Donc pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, Q&A, c'est marqué Q et A. Donc sur la droite, il y a 2 questions. Peut-être on peut y répondre, on peut y allouer un peu de temps. Si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire là. Donc on a une question du Burkina Faso, d'une personne qui a un projet de microbrasserie qui serait intéressée par les différents maltes et il demande comment choisir
le bon malt. La question est un petit peu large, un petit peu. Je dirais que peut-être justement, comme Bruno l'a dit, il y a plein de recettes sur le site de la malterie. Donc déjà là, en fonction du style de bière dont la personne a envie, ça peut déjà aider à se diriger un petit peu, quoi. Donc il y a pas de réponse toute faite à cette question. Mais nous sommes flattés d'être suivis jusqu'au Burkina Donc Faso. oui, peut-être jeter un œil sur le site de la malterie, de cibler une recette, et puis s'ils veulent adapter en fonction voilà, des ressources qu'il y a à la malterie, des ressources qui sont disponibles au Burkina Faso, ben là on a un service technique qui peut aider à aiguiller un peu aussi la recette. Alors, question pour toi, Bruno. Monsieur Donc le Gauthier seigle Lano. dans une cuve type Brewmaster, c'est-à-dire pas de mélangeur. Mais un des soucis avec les bêta-glucanes, et ça répond, je pense oui, voilà. Pourquoi ça rend la filtration difficile? Donc on peut grouper ces deux questions. Le problème des bêta-glucanes, c'est qu'ils ont la particularité de faire ce qu'on appelle des gels. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'on parle de gum en anglais, mais on devrait traduire par gel en français plutôt que par gomme. Ils vont vraiment pas être votre ami parce qu'ils vont aller se loger dans votre gâteau de filtration pendant que que vous utilisiez une cuve filtre, donc système classique et ancien, ou bien un filtre à mèche, système plus moderne, plus performant, mais qui demande plus d'attention pour fonctionner convenablement. A fortiori, qui demande une mouture fine dans le cas des filtres modernes. A fortiori, dans ce genre de cas, ces gels vont venir créer une espèce de couverture imperméable dans votre gâteau et qui va vous poser des gros problèmes de filtration, simplement au sens où votre fluide ne va plus passer facilement. C'est aussi simple que ça. Alors, paradoxalement, bon, là, moi, je n'ai pas d'expérience de homebrewing avec du type Brewmaster et pas de mélangeur, mais il est connu par contre dans la théorie que c'est l'agitation qui crée on va dire des pelotes de bêta-glucane qui sont justement ces gels qui collent. Et on sait que plus on va agiter, plus l'effet néfaste des bêta-glucanes va se marquer. Donc quelque part, j'ai envie de dire que sur un Brewmaster, le phénomène devrait moins se marquer, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se marquer. Le seigle est plein de bêta-glucanes et les bêta-glucanes sont problématiques pour la filtration. De nouveau, comme dans tout, c'est la dose qui fait le poison. Ça vaut pour tout. Du seigle dans des quantités raisonnables, a fortiori s'il est maltais, ça va bien se passer. Si vous en mettez beaucoup du maltais, et a fortiori si vous mettez du non maltais, et a fortiori si vous mettez beaucoup du non maltais, moi je vous prédis des larmes, mais bon, après, personne n'est jamais mort d'avoir attendu trop longtemps devant sa filtration. Il a appris pour la fois suivante. Hein. Voilà. Mais donc, oui, ce qui rend la filtration difficile, c'est que ça bloque, ça fait une couche imperméable dans le gâteau qui rend le passage du liquide beaucoup plus laborieux. Alors, le process de production des flocons, ben, bon, moi je ne suis pas à la production, mais par la théorie, je sais que c'est on chauffe et puis on lamine. Et on a le même résultat que les cornflakes que vous pouvez manger au petit déjeuner. Hein. Donc on chauffe avec de la vapeur, on passe dans des cylindres qui vont écraser. Mais Gilles, tu as peut-être des constats techniques à ajouter sur ça. Oui, donc il y a principalement deux process en fait. Enfin, l'idée de base est la même. Hein. On ramollit pour écraser sans obtenir un truc complètement pété. Donc l'idée c'est pour le cheat par exemple qu'on a évoqué, donc cheat barrel et cheat wheat, on va réaliser on pourrait qualifier ça d'un court process de maltage. Donc on va faire tremper, on va faire germer, et puis on va floconner. Donc floconner, en gros, c'est comme un moulin à cylindre, sauf que vos rouleaux, ils sont complètement lisses. Vous allez ainsi écraser les grains, et puis après on chauffe, on sèche et on retire le germe. L'autre process qui est différent sur la première partie, c'est qu'en fait on va utiliser de la vapeur très chaude comme ça pour ramollir les grains. Et puis après, ben rebelote, on passe dans cette floconneuse, quoi, où ce sont des cylindres qui vont écraser les grains.
d'où le terme cheat qui est présent parfois ou pas pour différencier les deux process. Dans les deux cas, vous aurez en fait des flocons qui sont pré-empesés du fait du process, que j'ai envie de dire. Donc, plus nécessaire de réaliser un empâtage de grains crus séparés, quoi. Ici, vous pouvez les ajouter directement dans votre cube d'empâtage principal. Ce qui est, voilà. donc, je le répète, vraiment important pour ces grains qui ont des températures d'empesage supérieures aux températures d'empesage de l'orge ou du malt d'orge. Et si on n'est pas équipé d'une cuve séparée, ça peut poser un vrai problème. Par contre, s'il est pré-empesé, ben, ça nous sauve justement de cette complication. Tout à fait. Bon, ben voilà, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Donc, il y a des questions qui ont été posées dans le mauvais onglet. Ah ben non, ça c'est le même. Et quel malt permettrait d'avoir les plus gros TAV et en quelle proportion? TAV. Je bute un peu sur le mot TAV. C'est une coquille ou une abréviation C'est peut-être un acronyme que je ne connais pas, mais je ne connais pas non plus. peut-être donc la distillerie de Paris. Désolé si on a. Ah, taux d'alcool. D'accord. Ah, taux d'alcool en volume. Ok. Ben, Gilles, on en a parlé dans un séminaire précédent, mais je ne sais pas si tu veux répondre à ça. Donc, quel malt pour avoir les plus gros taux d'alcool? C'est les distilling malt. Hein. Par volume. Oui, c'est ça, oui. Donc, l'idée, c'est en fait d'avoir le malt qui va vous offrir le plus haut rendement dans une brasserie traditionnelle, c'est le Pilsen. C'est ça qui sert de malt de base. Maintenant, si vous voulez aller au-delà de ça, ben, vous devez avoir une conversion qui est encore plus optimale. Donc, qui dit conversion plus optimale dit plus d'enzymes. Et donc là, on rejoint la partie que j'ai expliquée sur le diastasique, le distilling. Donc, on va essayer d'optimiser vraiment le rendement via un taux d'enzyme plus élevé. Ouais. Donc voilà, une bière 50% d'orge maltais, 50% de seigle maltais. Ouais. Ou... Peut-on l'imaginer? Oui. Sans problème de filtration, je ne suis pas optimiste. Mais on espère, Pascal Detré, que vous reviendrez avec un feedback. De nouveau, il faut toujours voir ce qu'on appelle un problème. Hein. Quand on parle d'industrie, perdre une demi-heure en filtration par rapport à un process habituel, ben, oui, c'est un problème. En home brewing, on s'en fiche un peu. Donc ça, il faut un peu voir comment on se place dans ce qu'on appelle un problème. Mais oui, ça doit être faisable. Ça va donner un goût bien typé, mais ça doit être faisable. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en goûter un jour si vous en faites. Sans blocage total. Ben, le blocage total, bon là on entre un peu plus dans mon domaine d'expérience. Le blocage total de la filtration, il dépend de beaucoup de facteurs, et notamment la pression que vous allez appliquer sur votre gâteau. Et a fortiori, quand vous allez commencer à essayer de filtrer quelque chose comme ça qui est compliqué, vous avez vraiment intérêt à faire gaffe de ne pas tirer trop fort si vous travaillez avec une cuve-filtre, ou pousser trop fort si vous travaillez avec un filtre presse. Mais bon, l'idée est la même. De trop, en tout cas, mettre de contraintes de pression sur votre gâteau, parce que là, c'est promis que si vous essayez de mettre de la pression, vous allez compacter votre gâteau qui contient beaucoup de bêta-glucane, et là, je peux quasiment vous promettre que vous allez abandonner avant que tout le liquide soit passé à travers. Game over. Voilà, donc vraiment, si vous faites ça, allez-y très, très, très mollo. Faites vraiment une différence de niveau entre entrée et sortie de votre cuve filtre, vraiment très, très réduite. Et soyez patient et n'essayez pas de tirer plus fort parce que vous allez faire plus de mal que de bien. Bon, ça vaut pour toutes les filtrations, mais particulièrement quand vous vous retrouvez avec des produits comme ça.
Ok. Toujours parce Bon. que voilà, c'est les bêta-glucanes qui vont bloquer votre filtre. Voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense Je aussi. conclue en vous remerciant, tous et à la fois prochaine. Oui, merci beaucoup et à bientôt.